Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Acteur JPT, votre rendez-vous mensuel de l'actualité. Voici les titres. La Convention internationale des jeunes 2026, les préparatifs se poursuivent. Lancement des jeunes ministres serviteurs de Dieu, quelle révélation pour le ministère. Éclairage dans ce journal. Comment concevoir et réaliser un projet rentable au Cameroun et dans d'autres pays. Plus de détails dans ce journal. Le paludisme, les causes, les conséquences et les moyens de prévention, nous en saurons plus dans la rubrique santé de ce journal. De le volet international, pourquoi de nombreux Africains quittent leur continent pour l'Europe. Le message de William Branham en Afrique, quel impact après plus de 50 ans face au mouvement pentecôtiste, plus d'éclairage dans ce journal. Ouvrons ce journal avec la Convention internationale des jeunes qui s'annonce comme étant l'un des plus grands rendez-vous spirituels de la jeunesse. Où en sont les préparatifs? Éléments de réponse avec Josué Ngozo. Dans quelques jours, la jeunesse chrétienne du message du temps de la fin vivra à nouveau son événement majeur. Comme tous les ans, une rencontre spéciale de toute la communauté chrétienne du message se réalise dans le but de rassembler les jeunes autour de la parole, la communion fraternelle et de resserrer les liens. Initialisé par l'apôtre et patriarche Joseph Aloussa, cet événement a commencé à prendre de l'ampleur au point où c'est devenu un rassemblement historique de la jeunesse. Un mouvement d'impact et de puissance dont les jeunes ressortent toujours étant bénis. Pour cette édition, le thème choisi est la nouvelle génération du message de l'heure, qui laisse entrevoir une passation de service entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Alors que ces anciens arrivent au crépuscule de leur vie, ils espèrent voir la même gloire, la même puissance accompagner cette nouvelle génération qui va porter très haut l'étendard du message du temps de la fin avec leur vigueur. Car la parole dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Je suis le pasteur Léopold Ekoué du tabernacle La Pierre de Fête à Douala. Je vous invite tous à ce grand événement qui sera organisé au tabernacle L'Étoile du matin à PK11, entrée Marie-Claire. C'est un grand moment de partage et de communion. Vous êtes invités, tous les jeunes de la ville de Douala. C'est une occasion vraiment unique et c'est une grande opportunité pour que les jeunes se connaissent, que les jeunes s'expriment, que les jeunes s'épanouissent et que les jeunes communient ensemble. Le Seigneur vous bénisse tous. Pendant 3 jours, la jeunesse vivra des moments intenses de louange, d'adoration, prédication, communion et un concert avec pour invité spécial l'artiste Grace Mutongo du Congo. Des moments de gloire et de puissance qui marqueront à vie cette nouvelle génération qui prend le flambeau. Le ministère des Jeunes continue de se structurer avec le lancement de la jeune génération serviteur de Dieu. Quelle initiative derrière cette vision? Reportage d'Alex Ekinde. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes repartis là où on était. Nous sommes à l'aise. Quel est-ce que tu veux démarrer? Quel est-ce que tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie? Ils sont jeunes, ils sont forts, ils sont nés pour défier l'enfer. Eux, c'est la jeune génération du message, les perfectionnistes de la relève, la garde montante que Dieu suscite pour cette heure. Déjà à leur deuxième passage de formation en tant qu'aspirants prédicateurs, ils ne cessent de nous étonner par leur maîtrise de la parole, par leur puissance et par leur onction. Le feu est là. Conduits par leur père, leur mentor, à l'apôtre élu de Djidjama Poko, ils apprennent à manier l'épée de l'esprit avec précision. Tel un général au front, l'apôtre élu de Djidjama Poko monte en premier, il manie l'épée, il brise les résistances, puis les appelle à achever la victoire. Alors il est important de comprendre déjà le contexte dans lequel nous nous trouvons. C'est un contexte où nous devons essayer de répandre davantage le message. Nous sommes dans un pays, malheureusement, qui a longtemps travaillé, mais qui n'a pas encore eu véritablement l'occasion
de former une pépite qui peut se répandre dans tous les recoins du pays et apporter une certaine vision du message afin que, à l'instar de certains autres pays, nous pouvons avoir un pays qui maîtrise, qui comprenne exactement quelle est la pensée, la vision du message. Déjà, il faudrait savoir que l'une des grandes visions de mon pasteur, Elihu Lumumba, était de donner aux jeunes une occasion de pouvoir apporter quelque chose de spécial. Parce qu'il croyait en la jeunesse et il voyait dans les jeunes un potentiel qui peut-être n'était pas à sa juste mesure utilisé. Je suis l'un des fruits. Et le Seigneur, après le départ de mon père, a bien voulu me donner cette grâce de pouvoir détecter, de pouvoir identifier dans des jeunes, comme mon père le faisait, un certain potentiel qui est susceptible de pouvoir apporter quelque chose de contribuable pour le message. Et avec les événements clés qui deviennent véritablement identifiables aujourd'hui, nous avons besoin de les voir en action afin de pouvoir ramener le plus grand nombre dans les rangs pour l'enlèvement. Il faudrait déjà savoir, c'est que pour pouvoir amener quelqu'un à donner le meilleur de lui-même, il faut le mettre dans une épreuve les plus difficiles. Alors, je me suis simplement j'ai observé, si je puis le dire ainsi, la méthode que le prophète nous enseignait sur la mère Ève. La mère Ève, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les glands et elle la met très haut dans les hauteurs et elle le lâche. Quand elle lâche les glands, en réalité, le but et l'objectif, c'est d'amener les glands à s'identifier exactement à la manière d'être et de faire de la mère et de pouvoir voler de ses propres ailes. Mais elle ne demande pas les glands de courir et de sauter, mais elle porte les glands et elle amène très haut et elle lâche les glands. C'est la même méthode que j'ai essayé d'employer, qui était justement de prêcher avant eux et de leur montrer d'une manière assez réelle toutes les difficultés qu'on peut avoir dans la prédication, à passer après quelqu'un qui a une certaine facilité à présenter la chose. Et quand ils viennent juste après, et que l'Église est dans une certaine mouvance, une certaine onction, quelles sont les stratégies, les méthodes à employer pour pouvoir, eux, à leur tour, apporter ce même degré et niveau d'onction. Et je peux le dire, je suis très satisfait. Quand on a dit quand Dieu appelle un homme, la première chose qu'il lui donne, c'est le courage. Et c'est ça que je voulais travailler en eux, les amener à comprendre qu'un prédicateur n'a peur de rien et de personne. La deuxième des choses, c'est l'humilité. Savoir reconnaître qu'on apprend tous les jours, on grandit tous les jours et on est capable de toujours avoir besoin de l'autre lorsque nous sommes en train d'apporter un message pour le Seigneur. Et la troisième chose la plus importante et celle qu'il doit toujours retenir, c'est qu'un prédicateur qui ne peut pas produire une onction nécessaire pour le réveil de l'épouse n'est pas utile. Alors il était question justement de les amener à travers ces trois grandes étapes et de pouvoir s'accomplir en tant qu'aspirant dans le ministère. Ils ne jouent pas à l'église, ils ne font pas semblant. Quand ils prient, le ciel bouge. Quand ils prêchent, les chaînes tombent. Quand ils adorent, la gloire de Dieu descend. Ce ne sont pas des prédicateurs de demain, ce sont des prédicateurs de maintenant. Parce que Dieu n'attend pas qu'on ait des cheveux blancs pour utiliser une bouche. Il cherche des cœurs purs, des esprits enseignables, des pieds prêts à aller. Et eux, ils ont dit, nous voici. Pour arriver à la maison, c'est l'amour divin. L'amour divin, c'est cet honneur. Créer de la richesse tout en servant sa communauté est aujourd'hui un véritable défi pour la jeunesse. Ces entrepreneurs nous expliquent comment bâtir un projet rentable au Cameroun et ailleurs. Reportage de Daniel Affin. Il existe de nombreuses opportunités d'affaires au Cameroun comme ailleurs. Le véritable secret consiste à identifier les problèmes rencontrés par les populations. Chaque problème représente une opportunité de proposer une solution. Il souligne que les projets les plus rentables sont ceux qui répondent à des besoins réels et qui s'adressent à une clientèle diversifiée. En Israël, ce sont les plus grands agriculteurs. Donc, généralement, les sources de problèmes sont également les sources de solutions. C'est toute une grande problématique parce qu'il y a plusieurs paramètres qu'il faut tenir en compte. Qu'on soit au Cameroun ou ailleurs, les problèmes restent les mêmes.
ça fait que l'environnement dans lequel on se trouve est généralement une source d'inspiration pour les montages de projets. Parce que chaque idée qu'on a par rapport à un problème devrait être une opportunité d'affaires. C'est la raison pour laquelle, concernant la conception ou la réalisation d'un projet rentable, on a besoin de tenir en compte certains paramètres. Déjà, la conception d'un projet. Qu'est-ce qu'un projet rentable? En définissant les concepts clés, on tiendra compte des qualifications et des aptitudes du porteur du projet. Déjà, il faut admettre qu'il y a énormément d'opportunités d'affaires dans le pays en fonction des problèmes rencontrés. À chaque problème correspond une solution et c'est donc la recherche de solutions aux problèmes qui permet de concevoir les projets. Les projets les plus rentables sont conçus en fonction des besoins des consommateurs. Il est donc important d'identifier d'abord les besoins que rencontrent les consommateurs. Un projet est tellement rentable lorsqu'il cible les différentes couches sociales. En fonction de sa cible diversifiée, on peut être sûr qu'on peut réaliser des gros chiffres d'affaires. Une fois qu'on identifie un domaine dans lequel on souhaite investir, on peut donc passer à la réalisation du projet en montant un business plan bien détaillé, ce qui permettra d'apprécier notre feuille de route dans la réalisation de notre projet. Ça, c'est d'abord d'un. Et maintenant, de deux, quel que soit le genre de projet qu'on réalise, il faut tenir en compte l'aspect commercial dans la faisabilité de ce projet. Auquel cas, on peut bien avoir un produit en or, mais si on ne peut pas apprécier, on ne peut pas vendre ce produit, alors nous allons carrément échouer. C'est donc la raison pour laquelle il faut associer et le projet et la vente de ce projet. Et en ce moment-là, on est sûr qu'on peut facilement réaliser des bons chiffres d'affaires. Déjà, tout problème qu'on rencontre dans la vie est une source de projet. Puis son projet touche différentes couches sociales, puis son potentiel de croissance et de rentabilité est élevé. Enfin, après avoir choisi son domaine d'activité, il est indispensable d'élaborer un business plan détaillé. Véritable feuille de route, ce document permet d'organiser les différentes étapes du projet, d'évaluer sa faisabilité et d'assurer une meilleure gestion jusqu'à sa concrétisation. Chaque fois qu'il y a une difficulté, vous prenez par exemple, quand on prend la Russie, on va s'en rendre compte que la Russie est un pays qui est carrément dans la neige. Mais c'est au travers de ces difficultés qu'ils ont rencontrées dans cette neige qu'ils ont été capables d'inventer les gaz. Et ils sont devenus carrément la plus grande puissance dans le cadre de la vente du gaz. On va voir par exemple Israël, qui est carrément un pays désert. On va s'en rendre compte que en Israël, ce sont les plus grands agriculteurs. Donc, généralement, les sources de problèmes sont également les sources de solutions. C'est pour ça que, en tant que jeune, si vous voulez vous en sortir, il faut être capable chaque fois d'identifier les problèmes qui minent la société et d'en faire de ces problèmes des projets. Et c'est ce qui fera donc qu'on soit capable carrément de mettre sur pied des projets rentables. Et le projet devient rentable parce qu'on a été capable d'identifier le manque et on a apporté des solutions. Maintenant, en revenant sur ma propre expérience dans la conception du projet que j'ai eu dans le cadre de mes affaires, je suis parti d'une idée quand j'ai commencé mes activités. L'idée dans laquelle je suis parti, c'était la vente du miel. Donc, j'ai identifié le besoin. Je me suis rendu compte qu'il y avait du miel dans la ville. Les gens vendaient du miel, mais les gens se plaignaient tellement au sujet de la qualité du miel. Et il m'est donc arrivé d'aller à la source. Parce que le problème identifié, c'était quoi? C'était la qualité du miel qu'il y a sur le marché. Et comme le miel n'était pas de bonne qualité sur le marché, j'ai identifié qu'en venant dans le marché avec une bonne qualité de miel, c'était déjà
un projet que je mettais sur pied. Et je suis allé donc à la source, là où les apiculteurs extraient le miel, et c'est comme ça que je faisais la ligne du nord pour le sud. Je venais avec le miel et je mettais le miel sur le marché avec une touche particulière parce qu'en réalité, un projet rentable est un projet où les gens parviennent à identifier le besoin qu'ils ont. Donc, si on est incapable de créer le besoin, c'est comme ça aussi qu'on ne pourra pas être capable de vendre. Et pour créer donc le besoin dans le cadre de la vente du miel, j'ai étudié les vertus nutritionnelles, thérapeutiques et métaphysiques du miel et j'ai porté ça à la connaissance des consommateurs. Et c'est ce qui a fait que j'étais devenu le meilleur vendeur du miel de la ville. Il m'arrivait même de quitter la ville de Yaoundé pour arriver même à Douala, proposer également mes services dans le cadre de la vente du miel. Et ce qui m'a donné de connaître un très grand succès dans la vente du miel. J'ai fait comme ça dans la vente du miel 9 ans. J'ai été capable de tenir dans la vente du miel 9 ans, jusqu'à ce qu'une autre idée de projet m'est venue à cœur, où il fallait passer de la vente du miel à la fabrication des savons au miel. De sorte que quand j'ai commencé donc également à fabriquer les savons au miel, c'était toujours une idée de projet qui m'est montée à cœur parce que j'avais identifié que beaucoup de personnes avaient des énormes problèmes de peau. Et le miel étant un très grand aliment pour l'entretien de la peau, j'ai donc inséré le miel dans le savon et ce qui a fait un boom dans le marché. Et tout le monde voulait maintenant utiliser le savon au miel. Ça fait donc à partir donc d'une idée, à partir d'un problème rencontré, une idée est née et l'idée a fait concevoir un projet et dans la réalisation, j'étais moi-même le porteur de projet et le réalisateur de projet parce que généralement, les projets rentables sont ces projets-là que le porteur est lui-même le réalisateur. Et c'est donc comme ça que plus tard encore, une autre idée de projet est montée dans mon esprit avec cette fois-là l'usage du miel pour la fabrication des sirops et des coulis. Et c'est comme ça que, partant du miel, je suis arrivé au savon au miel et à ce jour, j'ai adjoint le sirop à partir du miel et les coulis pour les yeux à partir du miel. Ça fait donc que en fonction des besoins qu'on rencontre, en fonction des problèmes qu'on rencontre sur le marché, en fonction des besoins que les consommateurs émettent, on peut donc être capable de mettre sur pied des projets rentables. Et ça fait donc que si on a maintenant une très bonne expertise, si on a donc une très bonne qualification dans la vente, c'est ce qui fera en sorte que on se retrouve en train d'avoir des meilleurs projets rentables. Et surtout, ce que je voudrais également souligner, c'est que chaque fois qu'on cherche l'argent, on doit être capable de s'animer d'un courage, parce que rien ne s'obtient sans le courage. Donc, à l'idée de projet, à la conception du projet, à la réalisation du projet, il faut associer la vente et le courage. C'est ce qui nous fera donc mieux nous en sortir lorsque nous élaborons des projets. Le JCAPINS, dont la marque est enregistrée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, encourage ainsi les porteurs de projets à bâtir des entreprises solides en apportant des solutions concrètes aux besoins de la société. Place à notre page santé. Le paludisme demeure l'une des causes principales des maladies dans nos pays. Les causes, les conséquences et les moyens de prévention nous sont donnés dans le reportage de Dorcas Missili-Messi. On l'appelle couramment malaria ou paludisme. L'endémie se concentre pour 80% en Afrique tropicale. Là-bas, le paludisme tue un enfant sur 20 avant l'âge de 5 ans. 600 000 cas se présentent chaque année dans les services sanitaires. C'est cette maladie due à des parasites appelés Plasmodium. Le plus mortel d'entre eux est Plasmodium falciparum. Ces parasites sont transmis par des moustiques femelles, les anophèles. Lorsqu'elles piquent, les parasites présents dans leur salive s'infiltrent dans le sang de l'homme. Là, ils se multiplient dans les globules rouges, dont ils provoquent l'éclatement. Alors,
Parce que comme le rapporte l'OMS, après 100 ans de recherche, le parasite garde toujours secrète une partie de sa biologie et impénétrable ses mécanismes. Parce que le parasite oppose de plus en plus de résistance aux médicaments. Parce que l'éradication décrétée dans les années 50-60 a été mise en échec. Une deuxième guerre mondiale contre le paludisme a été déclarée en 1992 à la conférence d'Amsterdam. Un dernier appel à la mobilisation a été lancé à Dakar en juin 1997. Depuis des années, nous luttons contre, mais il est toujours là. Et il ne recule même pas. Alors, donc, on s'est posé la question de savoir maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faire quand les chercheurs pensent aujourd'hui qu'il est impossible de se débarrasser complètement du parasite dans ces zones où le risque d'être infecté est permanent? Comment lutter contre un ennemi qui est là tous les jours? Les chercheurs se posent alors la question de la cohabitation. Est-ce que cette cohabitation entre parasites et système immunitaire peut être transformée en une cohabitation pacifique? Je pense que de plus en plus, nous nous orientons vers cette forme de contrôle de la maladie, c'est-à-dire empêcher la mort. Une moustiquaire au-dessus de ton lit. Les moustiques qui transmettent le paludisme, les anophèles femelles, ne piquent que la nuit. Alors dormir sous une moustiquaire est de loin la meilleure arme contre la maladie. L'utilisation de la moustiquaire est parfaite quand même. On peut aller dans les 85-90% d'utilisation de la moustiquaire. On n'a plus ce problème qu'on avait avant. C'est une lutte continue jusqu'à son élimination. Mais avant ça, il faut toujours maintenir les acquis. Pour aller plus loin, El Hadj Diop a conçu un autre outil, la maison à 2 lits. Son objectif, convaincre les parents de faire dormir aussi les enfants sous la moustiquaire. Si tes enfants ne dorment pas dans ton lit, mais à côté, tu dois aussi installer une moustiquaire qui les protégera, comme toi tu es protégé sur ton lit. Moi, je crois qu'en matière de communication, il faut toujours mettre en place quelque chose de simple. On est dans une population analphabète quand même, donc il faut mettre quelque chose de vite compréhensible qu'on peut transporter dans les voitures, dans les véhicules et qu'on peut montrer aux populations pour redire encore que le paludisme est une maladie très mortelle. Pour continuer la lutte contre cette maladie mortelle, à Thiénaba, El Hadj Diop n'est pas seul. Les associations de femmes se mobilisent aussi à leur manière. Une fois par semaine, elles se rassemblent pour nettoyer les rues, particulièrement pendant l'hivernage, où elles font la chasse aux larves de moustiques qui se multiplient dans les eaux stagnantes causées par les pluies. C'est très important pour nous de participer parce que auparavant, les rues c'était très sale. Et on a voulu aussi nettoyer. On le fait, on nettoie tout, on enlève les plaques d'eau et tout ça. Oui, on enlève les saletés pour que la nuit nous puissions dormir tranquillement. Le soleil se couche sur Thiénaba, les rues sont propres et les moustiquaires déployés dans toutes les maisons. Les parents et les enfants vont pouvoir s'endormir tranquilles avec l'assurance d'être bien protégés contre le paludisme. Dans l'actualité internationale, pourquoi tant de jeunes Africains prennent-ils le chemin de l'Europe malgré les risques? Éclairage avec Joseph Loïchon. L'exode africain. Pourquoi tant d'Africains quittent-ils le continent? Chaque année, des milliers d'Africains quittent leur pays dans l'espoir de construire une vie meilleure ailleurs. Destination privilégiée, l'Europe. Du Sénégal au Cameroun, de la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo, nombreux sont les jeunes qui rêvent de traverser la Méditerranée ou d'obtenir un visa pour rejoindre le continent européen. Mais pourquoi un tel phénomène? Les raisons sont multiples. Le chômage, la précarité économique, l'instabilité politique, les conflits armés et manque d'opportunités figurent parmi les principales motivations évoquées par les candidats au départ. Pour beaucoup, l'Europe apparaît comme une terre de possibilités où il serait plus facile de trouver un emploi, d'accéder à une meilleure formation ou d'offrir un avenir plus stable à sa famille. Cependant, la réalité est souvent plus complexe. Chaque année, des milliers de migrants prennent des routes dangereuses pour rejoindre l'Europe.
Certains traversent le désert du Sahara dans des conditions extrêmement difficiles. D'autres risquent leur vie sur des embarcations de fortune en Méditerranée. Malheureusement, beaucoup n'atteignent jamais leur destination. Pour ceux qui arrivent, les défis restent nombreux. Intégration, accès à l'emploi, difficultés administratives, solitude et parfois discrimination. Au-delà des raisons économiques, certains observateurs parlent également d'une crise de confiance dans l'avenir du continent. Alors que l'Afrique possède d'immenses ressources naturelles et une population jeune en pleine croissance, de nombreux citoyens estiment ne pas bénéficier pleinement de ce potentiel. Cette situation alimente un sentiment de frustration qui pousse certains à chercher leur avenir ailleurs. Pour les chrétiens, cette réalité soulève également des questions spirituelles. Comment construire l'avenir de l'Afrique? Comment développer les talents et les ressources que Dieu a placées sur ce continent? Dans plusieurs prédications, le prophète William Marion Branham rappelait que les croyants devraient rechercher la volonté de Dieu avant toute décision importante de leur vie. Pour de nombreux pasteurs aujourd'hui, le véritable défi n'est pas seulement de partir ou de rester, mais de discerner le plan de Dieu pour chacun. Partout en Afrique, des hommes et des femmes choisissent également d'investir dans leur pays, de créer des entreprises, de développer des projets agricoles, éducatifs ou technologiques. Leur conviction est simple. L'avenir du continent dépend aussi de ceux qui décident de bâtir sur place. L'exode africain demeure l'un des plus grands phénomènes de notre époque. Entre espoir d'une vie meilleure et défi de la migration, des millions de personnes continuent de prendre des décisions qui transformeront leur vie et leur avenir et celle de leur famille. Pour les croyants, une certitude demeure. Quel que soit le pays où l'on vit, la véritable sécurité se trouve d'abord dans la volonté de Dieu et dans la foi en Jésus-Christ. L'intelligence artificielle transforme profondément notre société. Quel regard la prophétie porte-t-elle sur cette révélation? Élément de réponse. Même si le premier système expert apparaît aux États-Unis en 1965, ce type de programme se développe surtout dans les années 1980. Ils servent dans la finance ou encore pour détecter des fraudes aux cartes de crédit. C'est aussi le moment où se développent les algorithmes d'apprentissage qui permettent au programme de traiter des problèmes plus complexes qu'avant. Mais à la fin des années 1980, l'intelligence artificielle vit une nouvelle crise. L'émergence des ordinateurs personnels oriente les financements dans l'informatique classique. Ce n'est que dans les années 1990 que l'IA réintègre les laboratoires de recherche, stimulés par les progrès de l'informatique et le début du big data. En 1997, pour la première fois, l'intelligence artificielle Deep Blue bat le champion du monde d'échecs de l'époque, Garry Kasparov. La même année, un logiciel de reconnaissance vocale développé par Dragon Systems est installé sur Windows. Cette période marque aussi l'essor du deep learning grâce à des chercheurs comme le français Yann Lequin qui permettent des avancées importantes dans la reconnaissance d'écriture et d'images. Les nouvelles techniques mises au point sont ensuite utilisées pour détecter des fraudes sur les chèques par exemple. Au cours de la dernière décennie, l'intelligence artificielle prend un nouveau tournant. Et oui, la puissance de calcul des ordinateurs, la capacité de stockage et l'accumulation des données augmentent de façon extraordinaire. Les améliorations techniques développent ainsi la performance des algorithmes. C'est l'ère du deep learning. Par exemple, l'algorithme de reconnaissance faciale de Facebook, DeepFace, égale presque les performances humaines. Et l'IA ne s'arrête pas là. Que ce soit dans les voitures autonomes, la traduction simultanée d'une conversation ou encore les suggestions des moteurs de recherche, l'IA est partout. Elle commence même à porter une casquette d'artiste. Le programme Deep Dream analyse des images et grâce à l'entraînement de ses algorithmes, il est capable de les modifier. Le résultat a parfois des allures un peu psychédéliques. En octobre 2015, l'IA AlphaGo de Google bat pour la première fois le champion européen de Go. Vous savez, le jeu de stratégie aux milliards de possibilités.
En 2017, 80% des plus grosses entreprises du monde avaient déjà investi dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le champ des applications de l'IA est immense, mais les questions éthiques évoquées dès les années 1970 sont plus que jamais d'actualité et doivent nous faire réfléchir au statut des futures IA. Par rapport aux prophéties dans les derniers jours, vous voyez, parce que le plus gros problème aujourd'hui, c'est un problème de mondialisation. Et si je dis mondialisation, je veux dire le fait d'avoir le contrôle, de tout savoir, de pouvoir tout tracer. Et c'est un peu ça. Le nouvel ordre mondial aujourd'hui, même si l'IA est à la portée de tout le monde, mais je pense pas qu'il vienne ou bien qu'il arrive au hasard, qu'il y a un programme bien défini derrière l'intelligence artificielle. Dans un premier temps, ça nous aide, mais le vrai programme derrière l'intelligence artificielle, c'est une idée de mondialisation, c'est une idée de contrôle, de tout tracer. Et je pense que c'est l'équipement par excellence entre les mains du nouvel ordre mondial pour exercer le contrôle. Vous connaissez toutes les prophéties sur la marque de la bête. On ne pourra ni vendre ni acheter si on ne porte pas la marque, etc. Je pense que la pensée profonde, c'est avoir le contrôle. Et avec l'intelligence artificielle, vous convenez avec moi que ça devient comme bonjour d'exercer un contrôle général. On n'a pas besoin pour t'identifier de venir jusqu'à toi. On n'a pas besoin pour recenser la population mondiale de faire de voyages ou de mettre des systèmes encore sur pied. Avec l'intelligence artificielle, moi je pense que c'est quasi suffisant pour avoir ce qu'on veut avoir. Et voilà. Après, c'est entre leurs mains. Donc, comme je disais, c'est l'homme derrière l'outil qui oriente la chose, qui décide. C'est un peu à ce sens que moi je regarde les choses. C'est plus l'intelligence artificielle sera plus un outil de contrôle, tout savoir et pour tout diriger. Toujours dans l'international, quel est aujourd'hui l'impact du message de William Branham en Afrique après plus d'un demi-siècle? Analyse avec le docteur Patrice Elie. Déjà, il faut dire que le message du prophète William Branham est entré en Afrique du vivant du prophète dès les années 50, lorsque lui-même a commencé à faire des réunions et des grandes campagnes en Afrique. Et après son départ, le message a encore pris plus de vitesse avec l'apport des pères dans nos nations africaines et surtout des missionnaires étrangers comme Alexis Barillet et Walt Frank et beaucoup d'autres dont j'ignore peut-être les noms, mais qui ont sillonné l'Afrique, qui ont distribué des brochures, qui ont tenu des réunions, des conventions pour que le message puisse être implanté en Afrique. Maintenant, 50 ans après, aujourd'hui, lorsqu'on essaie de faire un bilan par rapport à l'église pentecôtiste, ce qu'on peut dire, c'est que l'église du message n'a pas les mêmes résultats que l'église pentecôtiste en Afrique. L'église pentecôtiste en Afrique dépasse l'église du message en nombre de membres. L'église pentecôtiste a plus de membres que l'église du message. En manifestation, c'est-à-dire que manifestation des dons, guérison, surnaturelle, puissance, l'église pentecôtiste a plus de résultats que l'église du message. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. En termes d'impact sur la société, sur les autorités, les églises pentecôtistes, là encore,
sont plus en avance que l'église du message. Parce que les églises pentecôtistes, la plupart ont leur papier. Mais très peu d'églises du message en Afrique ont leur papier direct. Beaucoup d'églises travaillent avec les papiers des églises pentecôtistes, qu'on considère comme étant les dénominations, les vierges folles et tout ce qu'on peut dire en passant. L'église du message, malheureusement, a bien commencé avec le feu, avec le réveil, mais comme Frère Branham le dit dans les 7 ans de l'église, quand les générations se succèdent, au début, il y a du feu, mais après la 3e, 4e génération, le feu s'éteint. Et aujourd'hui, on est presque dans ces générations-là où il n'y a plus le feu dans la plupart des églises du message. Lorsque nous parlons de feu, le feu c'est la parole. Le feu c'est aussi la manifestation de la parole. Donc beaucoup d'églises sont devenues froides et formalistes. Beaucoup d'églises sont devenues des églises où on récite les citations, on récite ce que Frère Branham a dit, on raconte comment le poisson a été ressuscité par le 3e poule, comment A.T. White a eu le salut de ses enfants, les écureuils ont été créés et toutes ces choses. Mais très peu de chrétiens, très peu d'églises vivent dans leur quotidien ces choses. C'est parce que les gens, n'est-ce pas, ont pris beaucoup plus le côté de la lettre du message, mais n'ont pas beaucoup travaillé pour recevoir l'esprit qui a produit cette lettre-là. Donc aujourd'hui, nous voyons dans beaucoup d'églises du message qu'il y a encore un grand travail à faire. Côté social, beaucoup de chrétiens dans les églises ne sont pas épanouis. Les gens souffrent, les gens ne mangent pas bien, les gens sont frustrés, les gens vivent des célibats longs contre leur gré, les gens vivent des attaques spirituelles pendant des années qu'ils n'arrivent pas à vaincre. Donc, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a des choses que je n'ai même pas envie de dire ici. Des rivalités, des empoisonnements, des attaques de sorcellerie, des scandales, beaucoup de choses. Le bilan, c'est qu'aujourd'hui, l'église pentecôtiste en Afrique a eu plus d'impact. Et ça se fait encore ressentir beaucoup plus dans les églises, les pays anglophones. L'église pentecôtiste anglophone a eu plus d'impact. Même l'église pentecôtiste francophone, ils ont plus de membres, ils ont plus d'églises. Donc l'heure est venue pour que l'église du message vraiment prenne conscience des promesses de Dieu pour elle et se lève dans la puissance de l'esprit, se lève dans la puissance du réveil pour reprendre ses droits. Parce que nous sommes le dernier réveil. Nous sommes le réveil le plus puissant. Et Frère Branham dit que le 7e ange, le 7e messager, un prophète du rang d'Enoch, depuis l'époque d'Enoch jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que l'église du message devrait être l'église la plus puissante de la terre. Sur le plan du surnaturel, sur le plan de la connaissance et sur le plan de l'impact sur les nations. L'église du message devrait être une église crainte et respectée partout. Il n'est pas encore trop tard. L'église se réveille, que les prédicateurs se réveillent, que les gens laissent les polémiques, les batailles d'esprit, les divisions, les disputes et que les gens travaillent pour que l'épouse de Christ puisse vraiment impacter en Afrique. Parce que nous tous, nous le savons, que sur les réseaux sociaux, l'église qui fait le plus de polémiques, de bruit, de bavardage dans le négatif, c'est l'église du message africaine. Il y a l'église du message en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, mais c'est beaucoup pour l'église du message en Afrique que tous les jours sur les réseaux sociaux, les batailles et les polémiques. Donc l'heure est venue pour nous de nous ressaisir. L'heure est venue pour nous de nous unir et de retrouver ce feu qu'on avait perdu et de marcher dans la puissance de l'esprit en manifestant le réveil de l'épouse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi s'achève Actuel JPT. Merci pour votre fidèle attention. Merci de nous suivre pour rester informés sur l'actualité de l'Église, de la jeunesse et du monde. À très bientôt pour une prochaine édition. Shalom.